Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une vidéo dont le message est adressé à Idriss Aberkam, mais aussi rendu public. Alors, le pourquoi de cette vidéo est assez simple. Idriss Aberkam est un biologiste de formation qui se considère comme un entrepreneur social et qui utilise notamment des stratégies du marketing pour promouvoir les sciences, notamment au cours de conférences. Et dernièrement sur YouTube aussi. En fait, je veux remettre en question cet individu avant qu'il soit trop tard. Parce que pour l'instant, Idriss Aberkam, c'est quoi? Sur YouTube, en fait, si vous voulez, il y a une chose qui est très intéressante et qui choque aussi, c'est la mixité sociale. Alors c'est très intéressant parce qu'évidemment tout le monde peut échanger, ça c'est vraiment trop cool, mais on voit un petit peu parfois les inégalités entre certains. Et pour l'instant, Idriss Aberkam, je le considère un peu comme un mégalodon parmi des requins blancs. Quand on le voit de loin, on se dit, si la famille, il est normal, de loin, t'as l'air d'avoir la même taille que nous, c'est bon. Sauf qu'un mégalodon, en vérité, ça fait qu'une bouchée d'un requin. Alors pour l'instant, on peut encore dire des choses, mais parfois quand ce type de personne atteint un certain statut aux yeux des gens, on ne peut plus remettre en question le moindre caractéristique de leur personnalité sans se prendre une balle et parfois réelle. L'autre raison aussi pour laquelle je donne ce message à Idriss Aberkam, c'est que je sais qu'il est difficile d'avoir une mentalité révolutionnaire entre guillemets et différente, tout en ayant autour de soi des gens qui soient honnêtes et qui osent émettre un avis honnête sur ce que l'on leur propose. Parfois, il y a des révolutions qui peuvent paraître bonnes, et parfois, il y a des idées entre guillemets révolutionnaires qui peuvent être assez stupides. Donc peut-être qu'autour de lui, personne n'aura forcément le courage de le remettre en question, surtout vu son statut de professeur. Donc plutôt que d'attendre que quelqu'un prenne cette responsabilité, ben, autant que je la prenne moi-même, et en plus c'est mon avis, donc c'est à moi de le communiquer. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra lui servir, hein, faire de bonnes choses, aussi bien pour les autres que pour lui-même. Et ben, si ce mec a de bonnes intentions, je lui souhaite que le meilleur. Et cet homme a plusieurs sujets de prédilection, parmi lesquels les suivants. Le premier de ces sujets, qu'il considère comme le plus important de tous, en fait, son message le plus important, c'est la révolution expliquée en 3 étapes. Et la révolution avec un grand R. Toutes les révolutions sont pour lui constituées des 3 étapes suivantes. Ridicule, dangereux, évident. Et donc ça, c'est déjà un premier point, un premier sujet sur lequel on est tous d'accord. Ridicule, dangereux, évident. Tous ceux qui se connaissent un petit peu comment fonctionnent les révolutions sont d'accord sur ce sujet. Ça, j'ai pas de problème. Le second sujet sur lequel il a énormément travaillé, et notamment en rapport avec aussi l'éducation, c'est l'impuissance apprise. Alors c'est vrai que l'impuissance apprise, l'éducation, c'est exactement ça. Voilà, tout le monde le sait, on nous apprend que on peut pas faire telle ou telle chose. Au début, quand on est jeune, on nous dit lance-toi, si tu travailles bien à l'école, tu pourras faire tous les métiers que tu veux plus tard. On se rend aujourd'hui compte que le constat, on en est non seulement bien loin au niveau économique, c'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes que tu vas forcément avoir le boulot de tes rêves plus tard. Je pense qu'il y a beaucoup de doctorants qui l'ont réalisé, malheureusement, qui ont été confrontés à ça, mais aussi et surtout, l'école nous apprend à nous résigner petit à petit à me dire, ben, tu as fait tel choix d'orientation, donc tu pourras pas faire tel autre choix. Et ça, c'est aussi un de ses sujets de prédilection. Je suis entièrement notamment d'accord avec ça. L'autre sujet, on se parle un peu moins, mais qui semble tout de même aussi important pour lui, c'est le complexe pacifico-industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre société est considérée comme un complexe militaro-industriel, et toute l'idée, tout le concept du complexe pacifico-industriel, c'est d'imaginer quel serait le résultat si tous les efforts que l'on consacre aujourd'hui dans la guerre étaient consacrés dans la paix, notamment dans la bonne éducation, dans l'assurance santé, etc. Pour moi, c'est ce qui en fait partie. Et le complexe pacifico-industriel, c'est vraiment ça. Tous les efforts qu'on consacre à la guerre, si on les consacrait à la paix, quel serait le résultat? Donc ça aussi, c'est intéressant. Un autre sujet aussi, dont il parle beaucoup, c'est le biomimétisme. Donc concrètement, c'est lorsque les technologies imitent le fonctionnement du vivant. Et ça aussi, c'est un sujet très en vogue en ce moment, mais c'est un des hommes qui en a le plus parlé, notamment durant ses conférences. Il y a aussi, pas vraiment une théorie, mais disons qu'on considère comme une théorie parce qu'il parle notamment de la connaissance et pour la connaissance, il a imaginé une formule, bon, une formule toute simple. C'est que les mathématiques, ça évoque pas toujours de bons souvenirs. L'école nous a traumatisés, notamment. L'impuissance apprise, en ce qui concerne les mathématiques, malheureusement, l'école française, ben, ça la concerne bien.
Et en tout cas, sans vous détailler la formule, le principe est simple. Pour lui, le flux de connaissances, c'est proportionnel à l'attention fois le temps. Et en soi, le raisonnement, quand même, il n'est pas forcément complet, il reste assez juste. C'est-à-dire qu'il sera très difficile pour vous d'échanger de la connaissance avec quelqu'un s'il n'y a pas l'attention de la personne et si la personne n'a pas de temps à vous consacrer pour donner de l'attention à la connaissance que vous voulez lui transmettre. Donc ça, c'est déjà la première partie du message sur Idriss Aberkan. Ça, disons que c'est le bon côté, les choses sur lesquelles il se vend et sur lesquelles il fait du marketing. Maintenant, il faut aussi parler du côté peut-être un peu plus sombre dans tout ça. Parce que le marketing, c'est quoi par définition? Le marketing, c'est associer à ce que l'on désire quelque chose que l'on ne peut pas avoir. Là où le professionnel va estimer le juste prix pour un travail, le marketing va estimer le mauvais prix pour un produit ou va associer le mauvais produit à un certain prix. Le prix et le produit vont être non associés de façon correcte en fait. Ils ne seront pas associés de façon correcte dans le marketing. C'est tout l'enjeu du marketing, c'est justement de te dissimuler le prix, le véritable prix à payer pour les choses. Et ça, concrètement, quand on a pour message d'être, entre guillemets, je dirais pas révolutionnaire, mais quand on prône une révolution d'un côté et qu'on sert du marketing de l'autre, certains pourraient tenter de le défendre en disant oui, mais tu sais, le marketing aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est absolument nécessaire. Sauf que pour suivre la façon dont on fonctionne dans une société, est-ce vraiment être un révolutionnaire? Parce que la façon dont on fonctionne aujourd'hui, ou plutôt la manière dont on dysfonctionne aujourd'hui, ça montre bien que le système dans lequel on évolue n'a pas de problème. Le système dans lequel on évolue est le problème. Notre économie connaît de nombreuses crises, et il y en a notamment une qui nous guette. Mais cette crise, elle est systémique. Quand je vois Idriss Aberkan parfois parler de cette crise, on croirait presque que cette crise résulte d'une mauvaise gestion du système. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un système économique n'est rien d'autre qu'un moyen de gestion. Donc en réalité, cette crise n'est pas due à une mauvaise gestion du système. Cette crise est au contraire due à l'application du système que nous utilisons et qui dysfonctionne parce qu'il est conçu pour fonctionner sur un système de crise. Le principe économique de système, hein, c'est simple. C'est faire payer aux gens plus que ce qu'ils peuvent payer. Voilà. On donne aux gens moins d'argent que ce qu'on leur fait payer. Donc forcément, il ne peut y avoir que de la dette. Si on vous demande plus d'argent que vous ne pouvez en gagner, nécessairement, il va y avoir une crise à un moment. Notre système est conçu comme ça. Ça ne résulte pas d'une mauvaise utilisation du système, ça résulte du système lui-même. Et quand on dit que ça résulte d'une mauvaise utilisation du système, ça sous-entend l'idée que si on utilisait le système autrement ou que si on mettait en application ces principes de la bonne manière, que ça pourrait fonctionner, ce qui n'est pas vrai. Notre système, si on résume, l'idéologie de notre système, c'est une croissance infinie dans un monde fini. La planète elle-même, et d'ailleurs ça je vais y revenir dans la prochaine vidéo, la planète elle-même nous fait comprendre que ses limites ont été atteintes. Depuis les années 70, on consomme plus que ce que la Terre ne peut produire. On tape dans le capital écologique de la Terre. Nous sommes dans un découvert écologique, littéralement. Et ça, on ne peut pas se prétendre pleinement révolutionnaire si on met pas le doigt sur la révolution qui est la plus importante et la plus essentielle du XXIe siècle. Mais alors, une question se pose. Qui est Idriss Aberkan réellement et donc quels sont ses réels objectifs? Eh bien déjà, on peut utiliser tous ces thèmes de prédilection pour un petit peu éclaircir tout ça. Alors déjà, quand je vois la manière dont Idriss Aberkan fait ses conférences, je vois un petit peu l'idée qu'il a derrière. C'est un petit peu faire, si vous voulez, des barres de connaissances. Alors des barres de connaissances, l'avantage, c'est que c'est très facile à assimiler, c'est très facile à comprendre. Mais des barres de connaissances, quand même, c'est facile à assimiler, c'est un petit peu comme les barres chocolatées dans l'alimentation. Oui, ça va vous régénérer rapidement, mais on est d'accord que c'est pas le secret d'une alimentation équilibrée. Et je pense que c'est ça, je pense qu'il y a un gros manque de sagesse dans tout ça. Et j'ai notamment entendu des gens utiliser des expressions euh, propres à Idriss Aberkan, ou du moins des expressions qu'il a reprises, comme par exemple, sort souvent l'anecdote d'un scientifique qui disait, pour insulter les gens, connard sphérique. Alors connard sphérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire sous tous les angles, t'es un connard. Et Idriss Aberkan nous dit, pour ça, que c'est pas vrai. Que pour toute personne, il y a forcément un angle sur lequel on peut s'entendre. Et inversement, lui dit
notamment des grands hommes même dans l'histoire, que chaque homme est un fruit. Voilà, il faut prendre la chair du fruit et enlever les pépins. Mais il faut comprendre en fait que nul n'est parfait. Ça, je suis entièrement d'accord avec la chose. Mais la question n'est pas de savoir si quelqu'un est parfait ou non. La question est de savoir quel est le prix à payer pour collaborer avec quelqu'un. Il y a des gens avec qui ça n'en vaut pas la peine. Donc la question n'est pas vraiment de savoir si quelque chose est parfait ou non. La question c'est de savoir quel est le prix à payer pour les choses. Sauf que le problème d'adopter une stratégie marketing aux sciences, c'est que certes ça va intéresser les gens au sujet, mais si on intéresse les gens au sujet pour de mauvaises raisons, le risque c'est de se retrouver dans son propre camp avec des gens qui vont détruire son idée de l'intérieur. Il risque de se retrouver dans son propre camp avec des gens qui vont détruire son idée de l'intérieur. Parce que c'est pas possible, encore une fois. C'est bien joli de transmettre de la connaissance. Mais si c'est sans sagesse, c'est mort. La connaissance sans sagesse, ça donne quoi? Ça donne Einstein qui dit, bon, E égale MC2. Très bien. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ça dans une bombe, là. Ils sont partis lâcher ça sur des innocents parce que ça donne. C'est ça, la connaissance sans sagesse. Donc, des barres chocolatées où à chaque fois on met son visage sur les vignettes et on dit, regardez, placement produit, auto-promo et un petit peu de connaissance par-dessus pour que ça passe, c'est un peu une arme à double tranchant. Ensuite, il y a aussi un de ces sujets sur le biomimétisme. Moi, il y a une de ces phrases qui m'avait marqué, c'est qu'ils disent souvent, dans la nature, le seul critère d'intelligence, c'est la survie. Sauf que, étant donné que aucun être vivant n'est éternel, c'est-à-dire que le mec part du principe que tous les animaux qui ont vécu sur Terre sont finalement des losers, en fait, parce qu'ils ont échoué. Je veux dire, si vraiment le critère d'intelligence, c'est la survie, c'est-à-dire que comme toute vie est vouée à échouer, c'est-à-dire qu'aucune vie n'est intelligente, par définition. Donc, je trouve que c'est quand même assez réducteur. Je trouve que pour quelqu'un qui fait justement des études en biologie, c'est quand même assez réducteur pour le coup. Je pense pas forcément que le secret de l'intelligence ou de la sagesse soit juste le fait de survivre. La question n'est pas vraiment de savoir même si on va mourir, la question c'est de savoir aurons-nous droit à une vie avant cette mort? C'est peut-être la question qu'on devrait se poser, notamment quand on voit la manière dont on traite le bétail, dont on traite les animaux, et l'extinction du vivant qu'il y a aujourd'hui, c'est peut-être la question qu'il faudrait se poser. Faut pas savoir si on va mourir un jour, faut savoir déjà quelles vont être les conditions de vie avant la mort. Ensuite, en ce qui concerne le complexe pacifico-industriel. Ça joue un petit peu le thème de l'impuissance apprise. Quelque part, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire dans un complexe pacifico-industriel, donc il faut en permanence justifier le conflit, donc on apprend aux gens à ne pas réfléchir pour réagir dans l'émotion et dans le réactionnel, susciter le conflit, et ainsi de suite. Parce que, soyons honnêtes, on peut pas avoir un complexe militaire-industriel qui fonctionne bien avec des armes qui se vendent beaucoup, et une paix mondiale. C'est pas possible. Si tu veux avoir un marché avec des clients, les clients doivent avoir des besoins. Aujourd'hui, en école d'ingénieurs, on n'apprend plus aux ingénieurs à utiliser leur intelligence pour satisfaire les besoins, mais pour en créer de nouveaux, afin de justifier de nouveaux besoins, de nouveaux moyens de consommer, de, de nouveaux profits en fait, et de nouvelles excuses pour justifier des crédits absolument ahurissants et une dette qui ne finit jamais. C'est ça la réalité de la chose. C'est ça un petit peu le complexe militaire-industriel que l'on vit. Sauf que, en ce qui concerne notamment l'histoire d'Is Sabercam, je crois qu'il confond deux choses. Il confond l'impuissance apprise, notamment ce qui peut parfois se passer même dans le milieu scolaire, et souvent dans le milieu scolaire, et l'impuissance imposée. Parce que ce serait absolument criminel de faire croire aux gens de banlieue que quand on veut, on peut, et que si on n'est pas motivé et pas passionné, c'est que... Enfin, et que si on peut pas, c'est qu'on n'est pas motivé et pas passionné. C'est criminel. Voilà. C'est un petit peu criminel. Alors certes, certains vont me dire, oui, mais Idriss Aberkane vient des milieux populaires. D'accord. Sauf qu'en réalité, Idriss Aberkane, ça se résume limite à un bruit statistique dans notre société. Il vient des classes populaires et il a réussi, mais tout le monde ne peut pas en faire autant. Et ce n'est pas juste parce que le reste du monde n'est pas aussi bien, autant motivé que lui, etc. C'est pas juste une question de motivation, c'est complètement faux. Partir du principe que quand on veut, on peut, et que chacun d'entre nous a notre chance, dans une société égalitaire et réellement démocratique, ce serait possible. Mais dans une société où la démocratie est tellement étouffée qu'on est obligé d'avoir un gouvernement représentatif, hein, on appelle ça comme ça, ce qui est un premier pas vers la démocratie, mais en aucun cas une démocratie, où que 1% de la population mondiale possède 99% des richesses mondiales, on n'est pas à égalité. Suffit pas de dire quand on veut, on peut. C'est pas possible, d'accord? Voilà. Ça, c'est pas possible. Surtout que même Idriss Aberkane, quand il est arrivé aux États-Unis, notamment à Stanford, un moment pour faire ses études, ben, si j'ai bien compris, un moment, il s'était confié dans une vidéo où il avait raconté qu'il avait été accueilli
par quelqu'un, et donc d'un certain côté, il a un petit peu obtenu le patronage d'une élite qu'il dénonce aujourd'hui, mais sans laquelle il ne serait pas là aujourd'hui. Donc quelque part, c'est un peu tout le paradoxe. C'est qu'il se prétend révolutionnaire, indépendant et libre vis-à-vis d'une élite dont il dépend, et dont son crédit dépend. Et même quand il fait une vidéo YouTube, quand cette dernière marche, ce n'est pas uniquement parce qu'il essaye de travailler pour la faire marcher, ce n'est pas simplement parce que c'est le meilleur YouTuber, loin de là, mais c'est aussi parce que les élites qui contrôlent le YouTube lui permettent de partager son message. Si elles ne lui permettaient pas, il ne le pourrait pas. Donc je pense que quelque part, il ne faut pas un petit peu oublier le principal problème. Le principal problème, c'est pas que les gens sont pas motivés ou qu'ils n'ont pas de passion, etc. Certes, il y a des gens qui sont pas motivés et qui n'ont pas de passion. C'est vrai. Mais je pense que d'une part, pour lutter contre ça, on devrait avoir droit à une certaine errance. Qui avait dit ça? C'était Aurélien Barraud. Je pense qu'on devrait avoir droit à ça. On devrait avoir droit à l'errance, on devrait avoir droit on devrait avoir un temps de réflexion, en fait. L'orientation, c'est la chose pratiquement la plus importante de notre vie. C'est censé nous aider à avoir un plan de vie qui nous corresponde à nous et à notre personnalité. Et la conseillère d'orientation, vous la voyez quoi, 1 heure dans toutes vos scolarités? C'est dire la place qui vous est laissée pour vous épanouir au sein de la scolarité. Donc quand on vit dans une société comme ça, dire «Oh, mais vous savez, quand on veut, on peut», non. Idriss, tu ne peux pas être un exemple pour tout le monde, tu es un bruit statistique au sein de ce système. Si tu veux que les gens puissent avoir la possibilité de faire un tant soit peu la moitié de ce que tu as fait et la moitié de ce que tu veux faire, pas forcément qualitativement, mais même quantitativement, il faut une nouvelle façon de fonctionner au sein de la société. Enfin, j'aimerais revenir sur une dernière petite chose. Je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo qu'il s'était lancé sur YouTube. La vérité, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il a fait de nombreuses conférences qui ont été ensuite retransmises sur YouTube. Mais ce qui se passe, c'est que je vois un petit peu certaines personnes qui commencent dans les commentaires, à l'aduler, à dire oui, président, président, etc. Je tiens à rappeler une chose, à faire un petit, euh, à rafraîchir la mémoire de certains. On traverse en ce moment une crise sociétale, économique, écologique, enfin une crise sur tous les plans, quoi. Pour pas dire autre chose. Sauf que à chaque fois que ça a été comme ça, il y a eu des outsiders sortis de nulle part qui ont su trouver les mots pour le peuple et le rallier à leur cause. Parce que ces gens-là, je les appelle des faucons de lumière. Ils sont ambitieux, certes, mais les faucons de lumière ne sont pas les amis du peuple. Je vous le dis tout de suite. Et au XXe siècle, il y a eu des faucons de lumière, notamment en Allemagne, qui, malgré toute sa folie, a su trouver les mots face à un peuple qui était en rage, et on a su ce qui s'est passé après. Donc ne tombez surtout pas dans une idéalisation de la personne. Voilà. Parce que je sens vraiment qu'il y en a certains. Enfin, quand le peuple est désespéré, il a tendance à vouloir chercher son fameux faucon de lumière, voilà, son nouveau prophète, etc. Faut faire gaffe à ça. Faut faire gaffe à ça. Parce que si on prend du recul sur la situation, je veux dire, c'est pas possible. Notamment, je vois souvent d'ailleurs avec Severcam, pour revenir à lui, qui, en tant qu'exemple de réussite, donne des noms de la Silicon Valley, là où il a fait ses études, donc à Stanford, qui est en plein milieu de la Silicon Valley, donne des grands noms comme Steve Jobs, comme Elon Musk, comme Bill Gates, etc. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il y a bien des gens qui incarnent l'inégalité et l'oppression dans le système, ce sont bien des noms comme ceux-là. Voilà, donc quelque part, le mec prétend être un rebelle, mais en même temps, il rend hommage aux élites qui lui ont permis d'avoir un petit peu ce qu'il veut. Et on sent que dans ses objectifs, il y a notamment un certain critère qu'il a, Idriss Aberkan, c'est qu'il semble vouloir réaliser ses objectifs de son vivant. Sauf que réaliser ses objectifs de son vivant, ça a un prix. Et ce prix se compte souvent en nombre de morts. Donc c'est pas possible en fait. Par exemple, la dernière fois, il avait fait une vidéo, notamment sur le coronavirus. Il avait demandé à ce qu'on invente l'équivalent des antibiotiques qu'on a fait pour les bactéries. Il voulait la même chose pour les virus. Il disait qu'on n'a pas le même équivalent. Alors je veux bien. Mais à un moment, il dit qu'il aimerait avoir ça de son vivant. De son vivant, c'est tout, hein. Après, on passe à la suite. Alors déjà, face à ça, il y a plusieurs réactions. La première, c'est déjà, si tu veux les trucs de ton vivant, fais-les toi-même. Ensuite, tu fais pas les choses toi-même, demande-les. Quand tu les demandes, tu mets pas, tu remplaces de ton vivant et tu mets entre ouvrez les guillemets, s'il te plaît, fermez les guillemets. Hein, voilà, s'il te plaît. Et au nom de tous les chercheurs de France qui sont obligés de passer plus de temps à chercher des financements plutôt qu'à pouvoir faire de la vraie recherche, si tu veux un résultat qui révolutionne la médecine, entrepreneur social,
que tu es Idriss Aberkane. Ben, mets les billets sur la table. Il dit oui, faut un état d'esprit d'entrepreneur. J'ai dit ok, mais si c'est toi qui veux, vas-y. Mets les billets sur la table. Embauche des gens pour ça, mais commence pas à faire à passer des commandes comme ça, l'air de rien. Enfin, bref. Ça, c'était un petit point, c'était une petite digression. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut pas laisser notre esprit idéaliser les choses. Et en toutes circonstances, que ce soit avec Idriss Aberkane ou avec une autre personne, posez-vous toujours la même question dans les échanges avec les autres. Vis-à-vis de vous-même, vous devez vous demander qui vous êtes, et ça, c'est important. Mais dans les échanges avec les autres, il faut se poser une question. Qu'est-ce que la personne attend de moi et qu'est-ce que j'attends de la personne? Déjà, se demander ce que la personne attend de vous, ça va déjà vous aider à savoir si vous avez affaire à des manipulateurs. Les manipulateurs, ils nous amènent à faire des choses, mais ils restent toujours dans le flou sur leurs intentions, sur ce qu'ils veulent, etc. C'est pour ça qu'ils abordent plein de sujets, ils montrent leurs connaissances, mais ils, ils ont du mal à éclaircir leurs objectifs. Donc, en clair, ne vous laissez surtout pas happer par les sirènes du déni. Voilà, parce que, enfin, rien que ça, c'est un excellent exemple. C'est-à-dire que, par exemple, Idriss Aberkane, pour l'exemple qu'il donne souvent de la coopérative qu'il a faite en Afrique, etc. Il a alphabétisé des femmes, etc. Très bien. Oui, il a fait des choses ad-friendly, comme on aime bien le dire. Sauf qu'en réalité, il y a eu des prêts, il a pris une certaine part, et finalement, lorsque le prêt a été remboursé par ces femmes-là, eh ben, il a pu être remboursé par l'intermédiaire de parts sur la coopérative de la femme. Donc, c'est pas désintéressé, en fait. Que tu touches l'argent directement par du gain sur usure et que tu rachètes ensuite une part dans leur coopérative ou que tu aies une part dans leur coopérative directement, ben, tu récupères directement une partie de ce que ces personnes-là ont produit. Donc, c'est pas désintéressé. C'est pas purement un don ou associatif. C'est pas vrai. C'est pas désintéressé. Surtout qu'en plus, si derrière tu te fais des coups de com' en disant oui, j'ai aidé ces femmes-là, je les ai alphabétisées et tout le reste, ben, quelque part, la communication, surtout dans le monde de l'image et de l'information d'aujourd'hui, c'est pas rien. Si les boîtes nous cachent leurs saloperies, c'est pas par gentillesse. L'image de marque est extrêmement importante. On a bien vu ce qui s'est passé avec l'affaire des véhicules et des tests au diesel qui ont été truqués. L'image de marque, c'est essentiel. Donc c'est pas désintéressé. On s'est bien d'accord là-dessus. Et de la même manière, le fait de dire aux gens que voilà comment on pourrait redémarrer le système, etc. Mais non, 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 je veux dire, ce système, je sais en réalité ce qui intéresse, c'est exactement la même chose en fait qu'avec cet exemple de la coopérative. C'est que dans notre système, bien que notre système soit pourri, du fait que beaucoup de gens aient grandi dedans, on a tendance à l'idéaliser. À croire que c'est la seule manière de voir la matrice, à croire que c'est la seule manière de faire les choses. Alors qu'il y aurait des systèmes qui seraient bien plus stables, car ils seraient conçus pour l'être, alors que notre système n'est pas conçu pour être stable. Il est conçu pour l'exploitation sur le court terme en fait. Et dès que ça s'allonge, hop, on arrive forcément à une crise. Mais le problème, c'est que, vu qu'il y a des gens qui se croient à fond dans le système, eh ben, il y aura forcément, et là je parle pas forcément d'Idriss Aberkane en particulier, mais il y aura forcément des prédateurs qui vont essayer de prendre la foi que vous avez encore un peu dans le système et de la détourner vers eux, de dire le système est pourri, mais si vous me faisiez confiance à moi, moi je trouverais le moyen de bien gérer les choses parce que moi je suis intelligent et je suis doué et j'y arriverai et j'aurais fait ci et j'aurais fait ça. Non, t'aurais peut-être retardé la catastrophe. Sauf que étant donné que ton système a une ampleur qui augmente de façon exponentielle, plus tu retardes plus la catastrophe est grave. Donc en fait, tu auras peut-être torturé les gens encore un petit peu plus, tu aurais été un chat qui joue avec des oiseaux blessés peut-être un petit peu plus longtemps, mais le résultat final aurait été non pas du pareil au même, mais pire en fait. Tu aurais encore plus aggravé le taux d'espoir des gens dans un système qui les détruit. Donc non, ne succombez surtout pas aux sirènes du déni, en fait. C'est pas la passion à tout prix, l'espoir à tout prix, même si c'est un espoir mal placé. La peur, vous négligez, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai. La peur sert à la survie et l'espoir, faut pas espérer à tout prix. Je rappelle que c'est la satisfaction des espoirs et des passions humaines à tout prix, en ce qui concerne une partie de l'humanité, que nous sommes dans ces situations aujourd'hui. Donc non, faut arrêter, faut ouvrir les yeux au bout d'un moment. Ok, le gars a peut-être des rêves, etc. Mais c'est pas une raison pour prendre les gens pour des idiots. Concrètement, s'il y a bien un homme au monde qui sait comment ce système
fonctionne et comment il peut foirer, c'est bien Abercam. Je rappelle que le gars a juste un doctorat en géopolitique. Et la géopolitique et l'étude de la monnaie, c'est des choses qui vont ensemble en fait. Voilà, la géopolitique et le système bancaire, tu peux pas étudier l'un sans l'autre en fait, concrètement. Les deux sont intimement liés. Donc il sait très bien que le système pourrait. Il sait très bien aussi la psychologie des gens qu'il a en face de lui. Comment est-ce que ces gens-là pensent? Dans quel état psychologique ils sont? Il le sait très bien. Il le sait très très bien. Et en plus, la manière dont il le fait sur YouTube, ça rappelle un petit peu. J'allais faire un parallèle avec la campagne de Trump et celle de Macron, mais c'est exactement ça en fait. Il sait très exactement qui il a en face de lui et il sait très exactement comment en profiter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, ben oui, en réalité, c'est une élite parmi tant d'autres. Il fait ce que fait n'importe quel média. Il suffit de regarder le titre de ses vidéos. Il profite de la peur des gens pour faire passer son message. Ce que fait n'importe quel média. Et pour un gars qui prétend être positif et tout, et devoir lutter contre ses peurs, etc., s'en servir de cette manière-là, c'est un peu bizarre. Et d'un autre côté, se demander euh, ce que l'on attend de la personne, ça peut nous aider à nous rendre compte de l'état émotionnel dans lequel la personne nous met. À savoir si on est en train d'idéaliser la personne, d'attendre d'elle que ce soit le nouveau Jésus, etc. Quoi. J'ai notamment vu des couples, entre guillemets, où la fille idéalisait le mec, et t'avais l'impression qu'elle voulait que son mec soit Jésus. Et aujourd'hui, tous ces couples-là sont séparés, parce qu'en effet, il y avait une telle attente, que tu comprends qu'en fait, la personne d'en face, elle attend limite que le gars, ouais, soit le nouveau Jésus, et en même temps son père, et en même temps son ami, et en même temps son... Enfin, je vois certaines personnes qui sont désespérées, et qui peuvent facilement tomber dans ce travers. C'est sur ça que je tiens à tirer la sonnette d'alarme, surtout. Et pour Idriss Aberkam, ben, je pense qu'il devrait un petit peu abandonner sa mentalité marketing. Parce que le problème, c'est qu'à force de faire du marketing, à force d'utiliser la stratégie de l'ennemi pour allier des gens à ton message et faire en sorte qu'ils succombent à cette stratégie de séduction hein, en soi. Et je dis pas séduction sur le plan amoureux, je parle de séduction par définition. La séduction par définition, c'est faire en sorte qu'une personne associe de bons souvenirs à sa propre personne. Voilà. Que quand une personne pense à vous, ben cette personne ait de bons souvenirs, donc de bons sentiments vis-à-vis de vous. Sauf que cette stratégie a des limites. Et si jamais cette stratégie marketing, le problème c'est qu'un jour elle va se retourner contre Idriss. C'est obligatoire. Parce que la vérité, c'est que les gens qui réfléchissent dans la société, les gens qui pensent vraiment à des solutions d'avenir, ils en ont marre du marketing. Ils en ont marre du mensonge. Ils en ont marre de la tromperie. On nous a trompés depuis toujours, depuis des années. On en a marre de ça. Le faux, la retouche, etc. Les gens en ont marre. Les gens ne veulent plus de ça. C'est à cause notamment de cette mentalité marketing que nous sommes plongés aujourd'hui dans une telle crise. Les gens en ont marre de ça. Les gens en ont marre du bullshit, bullshit job, bullshit factory, bullshit civilization. Les gens en ont marre de ça en fait. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre du bullshit. Donc si on veut faire quelque chose de concret et de bien sur le long terme, il faut sortir de ce marketing, il faut sortir de cette mentalité bullshit, et au contraire, inciter les gens à avoir un comportement intelligent et ne pas accorder de la crédibilité à ceux qui ont un comportement qui n'est pas intelligent, sous prétexte que ils ont des arguments marketing, ça. Il faut sortir de ça. Je pense qu'il faut sortir de ça. Il ne faut pas tomber dans cette facilité-là. Vraiment. Et même en ce qui concerne le biomimétisme, notamment dont parlait Idriss Aberkam, je pense que le rapport justement que je disais aussi avec la sagesse et la connaissance, c'est que, imaginons aujourd'hui les humains aient les connaissances biomimétiques ultimes. Ils comprennent comment fonctionne la nature, ils comprennent comment l'utiliser. Ce sera la fin de l'humanité dans 10 ans. Mais dans 10 ans, c'est obligatoire, parce qu'on nous aura la connaissance, mais nous n'aurons pas la sagesse. Je veux dire, si on a toutes les connaissances biomimétiques d'un côté, et qu'au niveau de la sagesse, la seule chose à laquelle on pense, c'est avoir un lien utilitariste avec la nature, c'est la catastrophe. Dans 10 ans, toutes les calories produites sur Terre seront utilisées pour faire n'importe quoi. Et là, pour le coup, ce sera vraiment la fin. C'est pour ça qu'il faut vraiment se pencher, non pas sur la quantité, mais maintenant sur la qualité, et se dire, bon, il faut de la sagesse. Parce que si on fait ça, le pire même avec les inégalités sociales qui pourraient se produire, c'est que d'un côté, on aura des gens qui seront dans des champs et qui devront travailler toute la journée avec une empreinte carbone qui est la minimum
possible, et ces gens-là, leurs enfants n'arriveront pas à trouver de travail après leurs études, et vous savez pourquoi? Pourquoi leurs enfants n'arriveront pas à trouver de travail à la fin de leurs études? Parce qu'ils n'ont pas fait une alternance dans une entreprise qui produit des supercars et des méga yachts, estampillés bio. C'est-à-dire que on ne peut pas entrer dans un modèle écologique et garder un modèle inégalitaire à ce point. C'est pas possible, ce n'est pas concevable, ce n'est pas compatible. C'est illogique. Si on n'a pas la sagesse pour sortir d'un système géopolitique pareil, on ne peut pas rester là-dedans. Et dans la présentation d'Iris Aberkan, j'ai notamment omis un détail assez important, volontairement, mais je vous le dis aujourd'hui par souci d'honnêteté, enfin, ou plutôt maintenant par souci d'honnêteté, je vous le dis, ce détail que j'ai omis plus tôt dans la vidéo, c'est qu'Idriss Aberkan a 3 doctorats. Et je l'ai omis pour 3 raisons. Ce sont simplement les 3 réactions que les gens ont quand vous leur dites que vous avez 3 doctorats. Et Idriss Aberkan est d'accord avec ça, notamment sur la dissonance cognitive. Ça fait partie aussi du sujet de l'impuissance apprise. C'est que quand vous dites aux gens que vous avez 3 doctorats, vous avez 3 réactions. Vous avez la première réaction des gens qui sont dans le déni total. Voilà, pour la seconde catégorie, ils sont tellement bouche bée, ils idéalisent la personne. Et pour la troisième catégorie de réaction, vous avez ceux qui prennent le recul dessus et qui disent, bon, peu importe le nombre de doctorats, c'est qu'un homme, mais voyons voir quel est son discours. Et c'est pour ça que j'ai d'abord pensé à analyser son discours. Je voulais dire critiquer, mais toutes les critiques ne sont pas des attaques, mais une attaque peut être une critique. Donc j'ai pensé d'abord à analyser son discours un minimum avant de donner ce détail, pour permettre aux gens de relativiser l'individu et de ne pas tomber dans l'idéalisation. Donc voilà, le conseil en tout cas pour cette première partie, c'est vraiment n'idéalisez pas les gens, d'accord? N'idéalisez surtout pas les gens. Posez-vous des questions et posez-vous les bonnes questions. C'est ça un petit peu un des secrets pour accéder à la sagesse, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Il faut pas scander comme ça son avis et dire j'ai raison, vous avez tort. Et voilà, la question c'est pourquoi est-ce que vous pensez avoir raison? Pourquoi est-ce que vous pensez que les autres ont tort? C'est ça la bonne question. Pour reprendre un grand youtubeur. Il faut aussi parler du fait qu'on est dans une société où exprimer son avis devient de plus en plus tabou, littéralement. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, plus vous exprimez votre avis intelligemment, plus c'est tabou. Comme si dans son expression, il fallait avoir une intelligence ou un certain niveau d'intelligence à ne pas dépasser. Et qu'au-delà d'un certain stade, c'est comme si l'expression de notre avis, au-delà d'un certain stade d'intelligence, faisait de l'ombre à la vie d'une certaine caste, quoi. Donc faut faire attention à ça. Mais il faut pas non plus tomber dans l'anarchie, ce que propose la Silicon Valley, etc., dont le but, comme toutes les grosses boîtes, est de faire ses propres lois, hein, quitte à démolir les lois des pays dans lesquels elles s'installent. Il faut savoir qu'il y a même des accords économiques qui ont été créés, qui autorisent les boîtes à porter plainte contre un pays qui refuse qu'elles s'implantent dans le pays sous prétexte qu'il y a un manque à gagner. Enfin, c'est littéralement n'importe quoi. C'est comme si on autorisait les hommes à porter plainte contre toutes les femmes qui refusaient de les épouser. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu veux t'implanter dans un pays, soit tu respectes la loi du pays, soit tu dégages. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de manque à gagner ou quoi. Vous imaginez? Si c'est ça pour gagner votre vie, c'est très simple. Vous faites des entretiens tous les jours, on vous refuse, et vous demandez à l'entreprise de vous payer le manque à gagner. Vous serez millionnaire avant la fin de la semaine. C'est juste n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est soit tu obéis, soit tu payes. Sauf que les intérêts de ces entreprises sont des intérêts privés, pas des intérêts publics. Il ne faut pas oublier que malgré tout ce qu'on dit sur les États sont les derniers remparts du peuple face à la barbarie des multinationales, notamment celle de la Silicon Valley, qui sont avares, et c'est d'autant plus pervers que ces boîtes parlent d'un manque à gagner alors que ce sont les premières à faire de l'évasion fiscale. Et après, quand il n'y a plus assez d'argent dans le pays pour en maintenir l'ordre, ces mêmes entreprises critiquent les pays. C'est n'importe quoi. Tu voles l'argent des gens, et quand ils n'ont pas assez d'argent pour s'entretenir, tu les accuses de pas travailler suffisamment. C'est n'importe quoi. C'est qu'une théorie, hein, mais bon. Le gars qui vient d'un pays où il avait perdu espoir, puis on lui donne espoir dans un endroit qu'il a Silicon Valley, puis ensuite le gars commence à faire une publicité pour lui-même et indirectement pour la Silicon Valley dont il défend les plus grands représentants. On dirait un manager de la communication pour défendre la politique que Silicon Valley voudrait imposer aux États, notamment à la France. C'est assez inquiétant. À mon avis, le but d'Abercam, c'est de sauver la Silicon Valley. Et le problème, c'est que dans cet objectif, il néglige le prix à payer pour que la Silicon Valley existe. C'est pour ça qu'il cherche autant de solutions technologiques, etc.
Parce qu'en vérité, il veut pas sauver le monde. Le monde, il s'en fout. Ce qui compte pour lui, c'est de sauver la Silicon Valley, envers laquelle il sent redevable. En tout cas, c'est mon opinion. C'est mon avis vis-à-vis de ce gars. Alors, petit enregistrement en pleine nuit. Pour pas réveiller les voisins. Mais bon, même si techniquement, on peut considérer que je suis à la rue. Pour conclure justement sur Abercam, on peut considérer que, s'il fallait reprendre sa métaphore du fruit d'ailleurs, on pourrait considérer qu'Abercam, c'est un avocat. C'est-à-dire la carapace est solide, la chair du fruit est nourrissante, certes, mais disons que si on croque le fruit à pleines dents, on risque de le regretter, quoi. Faut tenir compte de la dimension et de la dureté du noyau qu'il y a à l'intérieur. C'est pas un petit pépin, quoi. À mon sens. Ça ne rend pas le fruit non comestible. Il y a des choses très intéressantes, en effet, qu'il dit, notamment on n'a pas remarqué. Mais faut pas non plus tomber dans l'idéalisation, se dire tout est comestible et consommer la chose n'importe comment. En termes de connaissances, oui, il a de la culture, certes. Mais après, c'est à nous de savoir aussi comment accueillir cette connaissance et comment utiliser la façon la plus sage possible. Donc voilà. C'est pour cette vidéo. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. En ce qui concerne le message adressé à Pablo Sévigne.